Bonjour et bienvenue dans votre matinale. C'est parti, le sommaire de cette émission de lundi 10 octobre. 200 grands chefs cuisiniers français ont lancé une pétition pour s'insurger contre le rachat de Monsanto par Bayer. Alors, est-ce que le rapprochement du fabricant des pesticides et du roi des semences représente un danger pour notre assiette et notre santé? Pour le savoir, nous avons invité Patrice Bourgeois, notre généticien, qui déjà opine du chef. Est-ce que les traumatismes psychologiques laissent des traces dans l'ADN? Est-ce que les cicatrices génétiques, ça existe? Eh bien, c'est le propos du jour. Nous allons en parler avec Isabelle Delmas, notre psychanalyste, qui va nous parler de l'ADN psychique. Recevoir une transfusion un jour dans sa vie, il faut le garder à l'esprit. C'est quand même le seul médicament qui ne se fabrique pas. On ne le trouve pas dans la nature. C'est l'être humain au service de l'être humain. Merci Marlène. On se retrouve tout à l'heure dans une autre salle où on va assister à la vérification des groupes sanguins A, B, O. Comment on vérifie un groupe sanguin et surtout halte aux a priori, c'est quoi un donneur universel, tout ça. Bon, on en reparle dans 5 minutes. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Valérie. Donc, les coulisses de l'établissement français du sang, c'est avec vous. Alors, on sait, grâce aux scientifiques et surtout depuis que Patrice Bourgeois vient nous voir régulièrement, notre généticien, que notre alimentation et notre mode de vie ont davantage d'effets sur notre santé que les gènes. D'où la réaction, là, récente, de plus de 200 chefs cuisiniers français qui, il y a quelques jours, ont lancé une vaste pétition pour s'insurger contre le rachat de Monsanto par Bayer. Les agriculteurs également sont inquiets. Est-ce que le rapprochement de ces deux fabricants représente un danger pour notre assiette? On en parle avec Patrice Bourgeois, mais voici le reportage qui nous remet dans le contexte. Bayer, numéro 2 mondial des fabricants de pesticides, avale Monsanto, leader incontesté des semenciers. Un rachat à 59 milliards d'euros. Chiffre d'affaires prévu 23 milliards d'euros. Le futur groupe emploiera 140 000 employés dans le monde. Après plusieurs mois de négociations, les dirigeants affichaient cet après-midi leur complicité et leurs objectifs. Nous nous engageons pour résoudre l'un des plus grands défis de notre société, nourrir une population mondiale de plus en plus nombreuse en respectant l'écologie. Ce que nous faisons est bon pour les consommateurs. Ça, ils sont nombreux à en douter. Les deux groupes traînent une réputation sulfureuse. Pour leurs détracteurs, c'est un mariage infernal entre le fabricant de pesticides tueurs d'abeilles et le roi des OGM, un couple à la force de lobbying considérable. Quand ils iront parler à des représentants européens, ils se présenteront comme l'entreprise qui représente un quart des pesticides, qui représente un tiers des semences au niveau mondial, ce qui risque malheureusement de jouer dans la balance. Cette position dominante pourrait bien faire tiquer l'autorité de la concurrence, mais si le dossier est validé, Bayer espère boucler l'opération à la fin de l'année prochaine. Patrice Bourgeois, vous en pensez quoi? Est-ce qu'il y a lieu d'être inquiet? Alors, rapprochement. Je suis déjà une précision, je suis ni pro ni contre, j'essaie de parler objectivement. La fusion Bayer-Monsanto, il faut savoir que c'est pour essayer de gagner du poids par rapport aux autres fusions qui ont eu lieu, parce qu'il y a un phénomène général de fusion dans les boîtes d'agroalimentaire. Et depuis quelques années, donc, ils essayent de se concurrencer comme ça. La seule stratégie qu'ils ont trouvée, c'est de fusionner pour devenir de plus en plus gros. Alors, les éléments qui permettent de s'inquiéter, qui donnent lieu de s'inquiéter, c'est que la puissance financière de ces sociétés énormes est supérieure à la puissance financière de certains États. Et donc, ils ont plus de moyens financiers que les États. Donc, ça leur donne de suite une position et un pouvoir énorme. Ensuite, il y aura il y aura plus que 4 semenciers sur le marché mondial une fois cette fusion effectuée, et il y aura plus que 4 fabricants de pesticides qui représenteront à eux 70% du marché mondial. Donc, les raisons de s'inquiéter pour la santé. Juste quelques éléments, parce que là, on a entendu le PDG du futur groupe qui dit c'est très bien, on travaille pour votre santé et tout ça. Alors, Monsanto, c'est quand même ceux qui font tous les OGM, qui ont utilisé l'agent orange comme défoliant pendant la guerre du Vietnam, alors qu'ils savaient que c'était toxique et qu'ils n'ont pas respecté le principe de précaution. Ils ont encore le droit d'utiliser du glyphosate dans le Roundup,
le désherbant numéro 1, c'est une molécule dont on sait qu'elle est toxique, mais où la Commission européenne, par exemple, vient de prolonger encore l'utilisation, l'autorisation de l'utiliser, alors que tout le monde sait que c'est toxique, cancérigène, et qu'il faut absolument l'arrêter. Bayer, c'est une des sociétés qui a hérité de IG Farben en Allemagne, c'est-à-dire IG Farben, c'est ceux qui ont inventé le Zyklon B, tristement célèbre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et comme l'a dit le reportage, c'est la société qui a mis au point les néonicotinoïdes qui tuent les abeilles, le Gocho, qui tue les abeilles au niveau mondial. Donc je ne suis pas tout à fait sûr qu'ils soient innocents, ces gens, en fait. Ils contrôlent l'ensemble de la chaîne, depuis la production des graines jusqu'à leur récolte et l'entretien des champs. Et ils respectent pas le principe de précaution par définition, en fait. Bon. C'est donc ça le on a problème des raisons d'être principal. inquiets. On vient de voir là les photos de ces grands chefs. On vient de voir Thierry Marx, une vaste pétition pour s'insurger justement contre cette fusion. Alors comment ça marche en fait, l'ADN que nous mangeons? Qu'est-ce qui se passe dans notre corps et pourquoi en mangeant des salades on ne devient pas salade? C'est la question que tout le monde se pose. Voilà, alors c'est un des grands arguments des pro-OGM. Alors OGM, c'est organisme génétiquement modifié. Alors maintenant, on en avait parlé un tout petit peu l'année dernière, on utilise plus volontiers le terme d'AGM pour aliment génétiquement modifié. Bon, ça revient au même, c'est pareil. En gros, ça veut dire qu'on a pris du patrimoine génétique d'une espèce et on l'a introduit, transféré artificiellement dans une autre espèce. Par exemple, on prend des gènes de bactéries qu'on introduit dans le maïs pour le rendre résistant aux insectes. Alors effectivement, quand on mange, on ne devient pas ce qu'on mange. C'est pas parce qu'on mange de la salade tous les jours qu'on finit par ressembler à une salade. Bon. Encore que. Il y en a qui disent que c'est possible, notamment les Inuits, qui sont carnivores, auraient le visage plat à cause de leur consommation de viande. Vous en pensez quoi, vous, le généticien averti? Alors, je crois pas que ça soit à ce point. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on a maintenant, quand on commence à étudier l'ADN de différentes populations en fonction de leur mode de vie, on a réussi à démontrer qu'il y a certaines variations du patrimoine génétique qui sont plus ou moins fréquentes selon le régime alimentaire. Mais de là à dire que ça modifie la physionomie, je ne suis pas persuadé. Vous n'êtes pas sûr, hein? Les Bretons qui mangent beaucoup de produits animaux auraient le visage plus aplati que les Méditerranéens, faute à l'ADN. C'est pas moi qui le dis, c'est les blogs. On va tout mettre sur le dos de l'ADN. Oui, alors justement, cet ADN, Isabelle Delmas, on parle de l'ADN moléculaire là, hein. L'ADN psychique, ça existe là aussi. De quoi s'agit-il? C'est la même chose finalement, parce que ça existe, cet ADN psychique. On n'hérite pas que de notre corps. Notre corps, c'est l'enveloppe de notre cerveau, et dans notre cerveau, il y a l'ADN psychique aussi, donc on en hérite aussi. Alors, quand il a des traumatismes, il a des cicatrices? Alors, on va dire que oui, on peut appeler ça une cicatrice, c'est-à-dire que le traumatisme de l'arrière-grand-mère peut se retrouver, peut avoir des conséquences et se retrouver. Le stress généré par le traumatisme de l'arrière-grand-mère peut se retrouver chez la petite fille, par exemple. Oui, ça saute plusieurs générations. Ça saute plusieurs générations. Et ça, on est en mesure de le savoir, les scientifiques sont évidemment complètement en train de découvrir ça. Ils vont évidemment, va falloir un peu de recul, j'imagine. Mais c'est vrai que dans la pratique, par exemple, psychologique, sans appui scientifique, on peut constater qu'effectivement, chez certains patients, il y a l'histoire des ancêtres qui influence sans pour autant qu'elle ait été racontée. Hein. Oui, voilà. C'est dans l'inconscient. C'est dans l'inconscient, c'est dans l'héritage psychique. Psychique, justement. Alors, quand il y a des bobos, des petits, des gros bobos, vous pouvez intervenir, soigner. Alors aujourd'hui, on peut intervenir avec l'hypnose sur justement ces traumatismes psychiques hérités. En détournant, en soignant finalement, en s'auto-soignant quand il s'agit d'hypnose, puisque c'est le patient lui-même qui se soigne. C'est le plus efficace. C'est très efficace. C'est très efficace en tout cas. Alors, est-ce que cet ADN psychique, c'est la raison pour laquelle on a des générations de personnes, de familles de musiciens, de gens qui vont pas bien ou qui sont maladroits Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Je pense que Patrice sera d'accord avec moi. On parle là de génétique, on parle aussi d'épigénétique. On parle de cette
l'épigénétique, c'est la lecture du livre, si vous voulez. Il y a l'écriture, donc ça c'est la génétique, hein, si vous êtes d'accord avec moi, et puis la lecture de cette génétique, l'influence de l'environnement, de la façon dont on va vivre cette génétique, c'est l'épigénétique. Patrice. La métaphore musicale favorite, ma métaphore musicale favorite, c'est l'ADN, le patrimoine génétique, c'est une partition. Voilà. Et on peut interpréter cette partition de différentes façons. Voilà, c'est la lecture, en fait, tout à fait. Ça, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, en effet. Et ça, effectivement, si je lis un livre ou si je lis une partition et que je veux jouer au piano une partition, je ne vais pas jouer Beethoven de la même façon que mon voisin, même si on est tous les deux musiciens. Donc, il y a vraiment ce système de lecture. Évidemment, c'est beaucoup plus simple d'intervenir là-dessus que d'intervenir sur l'écriture elle-même. Donc, on comprend pourquoi ça marche. Bon, voilà, tout ça, c'est la faute à l'ADN. C'est la faute à l'ADN. On met tout sur le dos de l'ADN, encore une fois. Bah oui. C'est aussi la faute de l'environnement. C'est l'environnement. De ce que nous mangeons, comme on l'a vu tout à l'heure aussi, parce que c'est pas parce qu'on mange des pesticides et que ça va agir sur le corps que ça n'agit pas non plus sur le psychisme. Forcément. Alors l'épigénétique, pour conclure, l'épigénétique, c'est un domaine qui est vraiment, comme l'a dit Isabelle, en plein essor. On commence seulement à découvrir des choses et il y a peu d'éléments, mais sur les enfants ou petits-enfants de personnes aux Pays-Bas qui ont souffert de la famine, on a remarqué que 2 générations après, même si on les alimente normalement, ils ont toujours un poids inférieur à la normale. Ça revient, ça rejoint ce que vous dites. Oui, c'est tout à fait vrai, on s'en rend compte. Merci à tous les deux.